Donc, au programme d'aujourd'hui, eh bien, nous allons voir une deuxième méthode d'appréhension des tests, de conclusion des tests, par rapport à la méthode classique que nous avions vue lundi dernier. Nous allons bien entendu réviser les deux premiers types de tests que nous avons rencontrés, à savoir le test de corrélation que j'ai appelé T3 en termes de tableau, d'accord, ou de test, comme vous préférez. Le T, vous mettez l'initiale que vous préférez. Et j'ai commencé par le test du coefficient de corrélation parce que c'était de loin le test le plus facile pour comprendre le fonctionnement de ces fameux tests d'hypothèse. Ensuite, on avait vu ensemble les tests 2, donc tout ce qui est test du qui 2. Et ici, ça commençait à se compliquer très légèrement puisqu'il y avait trois déclinaisons du test du qui 2, donc c'est ce qu'on a appelé T2.1, T2.2, T2.3, et nous avions déjà repéré des mots-clés nous permettant de nous aider à nous repérer dans ces tests. Donc, au programme d'aujourd'hui, la notion de degré de signification, c'est-à-dire l'autre façon de conclure un test d'hypothèse, et puis bien entendu les fameux tests 1, je dis bien les, parce qu'il y aura trois sous-catégories, et dans chacune de ces sous-catégories, vous aurez des sous-sous-catégories, donc on va regarder ça de plus près. Allez, j'attaque avec la question numéro 1. Concernant le degré de signification d'un test statistique, alors qui est noté usuellement P, d'accord, j'en avais un petit peu parlé la dernière fois, c'est la notion de PV-value, eh bien, on vous demande quelles sont les assertions qui sont vraies. Alors, on est sur un cours là où c'est plus du par cœur qu'autre chose. Encore faut-il tout simplement que je vous explique ce qu'est ce fameux degré de signification. Eh bien, in fine, le degré de signification, ça n'est pas autre chose que l'antécédent des valeurs théoriques calculées par les lois de probabilité. Alors, je m'explique. Je vais vous montrer les tableaux que nous avons déjà rencontrés. Voilà, ce tableau-là que nous avons déjà rencontré lors de la séance précédente. Eh bien, si par exemple, je m'intéresse à la table de la loi du qui2, j'observe que lorsque les alphas sont décroissants, eh bien, les statistiques, les valeurs du qui2 sont, elles, croissantes. Autrement dit, les alphas, les antécédents, et les images, les qui2, évoluent en sens contraire. La fonction est décroissante. Bon. Eh bien, en fait, lorsque vous regardez, par exemple, le fameux 3,84, si vous vous souvenez bien, ça, c'est la valeur théorique. Et on la compare à la valeur calculée. Si, par exemple, la valeur calculée, c'est 5, eh bien, on voit qu'elle est comprise entre 3,84 et 6,63. Eh bien, qu'est-ce que c'est que P? D'une certaine façon, c'est tout simplement l'antécédent de cette fameuse valeur calculée. C'est-à-dire que c'est l'antécédent de 5. Alors, bien entendu, mon tableau ne me permet pas de connaître la valeur de P ici. Mais par contre, je peux dire, sans aucune difficulté, que P sera compris entre 0,05 et 0,01. Si je remets les choses en ordre, on dira que P est compris entre 0,01 et 0,05. Et cette propriété-là sera vraie, quelle que soit la table considérée, que ce soit la table du test de coefficient, la table du qui2, la table de student ou la table de la loi normale. À chaque fois, vous aurez cette relation de décroissance, et finalement, le P se lit par lecture inverse de la table, puisque c'est l'équivalent de l'antécédent de la valeur calculée. Alpha étant l'antécédent de la valeur théorique. Alors, j'espère que vous avez le vocabulaire en tête par rapport à ce qu'on a vu lundi dernier. On va voir ça de plus près. D'abord, premièrement, première affirmation, sa valeur augmente quand la valeur absolue de la valeur calculée de la statistique augmente. Je viens clairement de dire qu'il y avait des variations qui étaient contraires. Donc, on ne risque pas d'avoir la A. Sa valeur augmente quand la valeur absolue de la valeur calculée, la statistique diminue. Bah oui, absolument, bien sûr. La B, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est une bonne réponse. Concernant la C, c'est la probabilité d'observer une différence aussi peu importante que celle observée sous l'hypothèse nulle. Alors là encore, servez-vous du support de cours, mais n'hésitez pas non plus à aller voir le polycopier. Alors moi, j'ai une version de polycopier un petit peu datée, mais en général, ça se joue à 1 ou 2 pages près. Si je regarde ce qui se passe ici en termes de degré de signification, eh bien, on va avoir la phrase suivante. C'est la probabilité ici d'observer une différence au moins aussi importante que celle qui est observée sous l'hypothèse nulle. Donc, qu'on soit bien d'accord, ici, aussi peu important, ça ne le fait pas. Et c'est la raison pour laquelle la C est fausse. Alors, regardons la D maintenant. C'est la capacité d'observer une différence au moins aussi importante que celle observée sous l'hypothèse nulle. On y est presque.
avec cette phrase, mais presque, ça n'est pas suffisant. On a substitué le mot probabilité par le mot capacité, et bien entendu, ça n'a plus du tout la même signification, donc la D est fausse à cause du mot capacité. Et enfin, si P est strictement inférieur à alpha, alors la valeur calculée de la statistique est supérieure à la valeur de alpha. Alors, on retrouve bien dans cette formulation un petit peu alambiquée la notion de décroissance, puisqu'il y a inversion du symbole inférieur qui devient supérieur. Certes, sauf que, au lieu de parler de la valeur de alpha, il fallait parler de la valeur théorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P et alpha sont sur la même ligne des abscisses, et ensuite on parle de la valeur calculée de la statistique, qui, elle, est une image, et on la compare à une autre abscisse. Et là, ça ne tient pas la route, bien entendu. Donc, une fois de plus, on différencie valeur seuil et valeur de alpha, d'accord? Et donc, la E est mal formulée. Une seule bonne réponse pour cette question numéro 1, c'est la B. Y a-t-il des questions pour ce premier démarrage? Ok, on continue. Lors d'un essai thérapeutique comparant un médicament à un placebo, alors ça, c'est clair, ça fait partie des mots-clés que je vous ai demandé d'identifier de façon à comprendre à quel tableau on fait référence. Le mot placebo. Ce mot placebo fait référence au tableau T de 1. Ça veut dire qu'on est sur du test du Qui2 et on est sur la première sous-catégorie du test du Qui2. Autre remarque, quand même, il faut se méfier parce que votre professeur, enfin celui qui a pris la relève de M. Giorgi, est un concepteur de sujet un peu malin. Il a gardé beaucoup de choses, on va dire, classiques, mais il met un petit peu sa pincée de sel. Et donc, il est capable de créer des énoncés où il faut se méfier. Le mot placebo apparaît, certes, mais qu'on soit bien d'accord, ce qu'on va regarder ici, c'est le taux de succès du médicament, c'est-à-dire l'efficacité du médicament. On est donc bien en présence de variables qualitatives. J'insiste lourdement sur ce point parce que vous allez voir par la suite que dans certains énoncés, les esprits se troubleront selon si on teste un taux ou si on teste une efficacité. Et là, bien entendu, on est bien sur un test d'efficacité, on est donc bien sur un test de variables qualitatives et il s'agit bien donc du test du Qui2. C'est bien le T de 1 comme je l'ai annoncé. Alors ici, pas de tableau, c'est bien sympa. Et puis on vous donne, ils sont bien gentils également, le Qui2 égale à 6,68. Et voyez-vous, c'est eux qui vous donnent P égale à 0,01. Vous n'avez rien à faire finalement dans cet exercice, le chapeau vous donne tout. Nous, cela dit, on peut quand même aller vérifier que P est bien égal à 0,01. Donc pour ce, on va aller jeter un coup d'œil sur, hop là, elle doit être là, voilà, on va aller regarder. Le test du Qui2, il est plutôt ici. Tac, tac, tac. Là, voilà. Donc, regardons le test du Qui2. Eh bien, si vous regardez bien 6,68, c'est pas loin de 6,63. Et donc, si je lis l'antécédent, on n'est pas loin de 0,01. On peut accepter cette approximation. P est environ égal à 0,01. Donc, bien sûr, il n'était absolument pas du tout nécessaire de faire cela. Mais vous retombez, vous retrouvez ce que je vous ai expliqué en préambule, à savoir la lecture d'antécédent par rapport à la valeur observée. Alors, au risque de première espèce, comment conclut-on? On va revenir sur le support de cours pour que les choses soient claires, mais peut-être que parmi vous, les plus futés auront déjà compris comment ça va fonctionner. Puisqu'il y a une décroissance qui est observée entre les antécédents et les images, et bien entendu, on va raisonner de façon inverse à celle que nous avions vue dans le test classique. Si vous vous souvenez du test classique, lorsque la statistique calculée était inférieure à la statistique théorique, on conservait l'hypothèse nulle. Et bien ici, c'est le phénomène inverse qui va se présenter à vous. Ça veut dire que si P, si le degré de signification est inférieur au alpha, au seuil alpha, alors on rejettera l'hypothèse nulle. Et ça, c'est dû à la fameuse décroissance que je vous ai fait observer tout à l'heure. Donc, en fait, il faut simplement que dans votre tête, vous switchiez. Une fois que vous avez compris comment on identifie P ou comment on identifie un intervalle dans lequel P appartient, eh bien, il est aisé de le comparer par rapport à alpha. Et donc, il est aisé de conclure au rejet ou à la conservation de l'hypothèse nulle. Alors, regardons ici comment ça fonctionne. Alors, pour l'instant, la A et la B, je les garde en suspens. En fait, on va voir comment ça fonctionne, mais pour l'instant, je regarde plus la conclusion du test. Quand on regarde la conclusion du test, veuillez vraiment vérifier que le risque apparaît.
le risque de 5% apparaît. Je vous rappelle qu'une conclusion à un test n'est jamais sûre et certaine. Donc, il faut vraiment que dans la formulation de la question apparaisse quelque part au risque de 5%, sous-entendu au risque de 5% d'erreur. Bon. Donc, du coup, ici, la question est parfaitement bien formulée. Que se passe-t-il? P vaut 0,01 et P est donc inférieur à 5%, puisque 5% c'est 0,05. Donc, d'après la leçon, on va rejeter l'hypothèse nulle. Et qu'est-ce que c'est que l'hypothèse nulle? L'hypothèse nulle, je leur ai dit, c'est le fait que rien ne bouge, que tout le monde est gentil, que tout le monde est beau. Donc, en l'occurrence, ici, cela signifie que le médicament n'est pas efficace. Le médicament n'est pas efficace, c'est l'hypothèse nulle. Mais comme on la rejette, on va donc conclure à l'efficacité du médicament. La D est fausse. D'accord? Donc, on rejette l'hypothèse nulle, on rejette le fait que le médicament n'agisse pas, donc on reconnaît que le médicament agit. Bon, ici, en l'occurrence, on parle d'efficacité. De façon lucide, il pourrait y avoir un problème dans cet énoncé, on pourrait se dire que le médicament aggrave la situation. Là, on n'en est pas dans ce type de considération. La D, elle est à exclure de suite. Le degré de signification n'a absolument rien à voir avec le pourcentage de succès du médicament. Donc ça, déjà, ce genre d'insertion, vous les dégagez immédiatement. Alors, il ne reste plus qu'à comprendre ce qui se passe entre la A et la B. Et pour comprendre ce qui se passe entre la A et la B, mais il faut aller chercher cette petite phrase ici qui est un petit peu compliquée, qui va donner un petit peu mal à la tête, mais qui est compréhensible. Qu'est-ce que c'est que petit p? C'est la probabilité d'observer la valeur de la statistique supérieure à la valeur calculée. Donc, Qui2 supérieur au 6,68. Si H0 est vrai, c'est-à-dire si le médicament est comment? H0, on a dit que c'était l'hypothèse où rien ne changeait. Donc, si le médicament n'est pas efficace. Et c'est la raison pour laquelle c'est la réponse B qui est bonne ici. Et vous pouvez retrouver tous les ingrédients du cours. Si le médicament n'est pas efficace, ça veut dire... qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça. Donc, sous H0, eh bien, la probabilité d'observer Qui2 supérieur à 6,68 est égale à P. C'est exactement la définition que je vous ai surlignée à droite. Voilà pour ces deux premières questions générales. D'accord? On est sur vraiment des généralités sur les tests, mais avec la notion de degré de signification. Allez, on passe à l'étude des tests, à moins qu'il y ait des questions, n'hésitez pas. Et sans ça, on va passer à des questions plus précises sur les tests. Question numéro 3. Alors, on s'intéresse au sexe ratio de deux populations. Je pense que les choses, elles sont très claires. Les mots sexe ratio, ce sont des mots que j'ai identifiés comme des mots clés pour comprendre à quoi on avait affaire. On est en présence ici, naturellement, du tableau T22. Voyez-vous, il y a vraiment des mots-clés qui vous permettent de vous aider à vous en sortir. Bien. Je lis rapidement les propositions, et là, je vois qu'il y a quand même cette proposition-là, les conditions d'application du test du Qui2 ne sont pas remplies. Je suis donc obligé de tester rapidement les conditions d'application du Qui2, du test du Qui2. S'il n'y avait pas eu cette assertion E, et s'il n'y avait eu que des propositions qui font comme si implicitement toutes les conditions étaient remplies, je n'aurais pas besoin de m'arrêter là-dessus. J'aurais pu de suite commencer la réflexion globale sur la question. Mais ici, à partir du moment où j'ai ce E qui est proposé, il faut que j'aille chercher cette condition d'application du test du Qui2. Pour rappel, il faut que les effectifs théoriques, non pas observés, théoriques, soient tous supérieurs à 5. Alors, quelles sont les astuces que je vous ai montrées? Eh bien, je vous avais montré qu'il était nécessaire de calculer qu'un seul effectif théorique, c'était le plus petit. Alors, le tableau que nous avons ici, c'est un tableau qui est complet, d'accord? Donc ça, je vous rappelle que ce sont des marginales, ok? Le tableau, il est de taille 2,2. Et donc, comment faire pour calculer l'effectif théorique le plus petit? Eh bien, je prends le plus petit des nombres entre 15 et 15, je prends n'importe quel des deux, et je prends le plus petit entre 10 et 20, je vais prendre 10. Donc, par exemple, je vais calculer ici cet effectif théorique. 15 fois 10 sur 30. Bon, 15 sur 30, ça fait 1,5, hein, d'accord? Donc, 10 sur 2, ça fait 5. Eh bien, voilà, mon plus petit effectif théorique vaut 5. Donc, la E est fausse. Voilà, donc déjà, c'est clair, net et précis. Est-ce qu'il est nécessaire ici de trouver les trois autres effectifs théoriques? Pas du tout. Mais pas du tout.
D'accord? Là, ce n'est pas le but de l'exercice, donc je n'ai pas de temps à perdre à remplir mon tableau. J'ai juste eu besoin de trouver l'effectif théorique le plus petit pour savoir si oui ou non les conditions d'application du Ki2 étaient remplies. Donc là, c'est le cas. Donc la E est fausse, et donc maintenant, il faut que j'analyse les 4 autres propositions. Alors, on voit qu'on a une fois alpha qui vaut 5%, au risque de 5%, et une fois qu'on a alpha qui vaut 1%. Il faut donc déjà identifier la valeur de P. Comment je fais pour identifier la valeur de P? Eh bien, je connais son image, c'est 5,4. Donc, je vais aller chercher le tableau du Ki2 et je vais aller chercher l'antécédent de 5,4. Allez, c'est parti. Donc, hop là, je l'ai mis où? Je l'ai mis où? J'ai mis où? Il est là. Donc, je cherche 5,4 et vous voyez que 5,4, il est quelque part par là. Hein. C'est un peu l'exemple oral que j'ai donné tout à l'heure. Il est entre 3,84 et 6,63. Ce qui veut dire que P, je ne connais pas sa valeur, mais je sais que P est nécessairement compris entre 0,01 et 0,05. Donc, au risque de 5%, P étant inférieur à 0,05, qui est selon le cours, alors déjà P inférieur à 0,05, ça veut dire que déjà je dégage la A. Hein, puisque dans la A, hop là, vous voyez, il y a un supérieur qui ne marche pas. Donc, P étant inférieur à 0,05, je rejette l'hypothèse nulle. Et l'hypothèse nulle, une fois de plus, je le répète, c'est que tout est pareil, tout va bien. Donc, si je rejette l'hypothèse nulle, c'est que je ne peux pas conclure que les sex ratios sont les mêmes, je conclus qu'ils sont différents. Donc ici, au niveau de la B, j'ai bien P inférieur à 0,05, mais comme je rejette l'hypothèse nulle, je conclus non pas que les sex ratios sont les mêmes, mais qu'ils sont différents, B est fausse. Enfin, P est plus grand que 0,01, donc ça veut dire que la C est fausse, obligatoirement, puisque dans la C, on vous dit que P est inférieur à 0,01, donc on voit que la D est juste. On peut vérifier qu'elle est juste. P est donc plus grand que 0,01, donc je conserve l'hypothèse nulle, et donc j'accepte le fait que les sex ratios sont les mêmes. La D est très bien formulée, il n'y a pas d'erreur d'énoncé. Il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est la réponse D. Voilà pour cette piqûre de rappel avec un test la semaine passée, de lundi dernier, tout simplement, mais avec une conclusion à l'aide de P, d'accord, et non pas du Ki2. Alors, j'aurais très bien pu conclure avec le Ki2, puisque j'avais 3,84, bien sûr, ici 63, donc on aurait très bien pu conclure avec les méthodes classiques, mais cet énoncé vous a orienté vers une conclusion avec le petit P, donc vu que les deux sont la même chose. Oui. Excusez-moi, j'ai pas compris comment vous avez fait pour savoir que P était inférieur à 0,05. Tu as vu ce qui est encadré dans la colonne de droite, là, dans la feuille de droite? Oui. Bon, tu vois que 5,4 est compris entre les deux. Oui. Et j'ai dit que P, c'était l'antécédent. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que P est compris entre alpha égale à 0,01 et alpha égale à 0,05. Ok. C'est bon? Voilà. D'accord? Donc, c'est une lecture inverse de la table. Hein. P est compris entre 0,01 et 0,05. On travaille sur les antécédents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Allez, on attaque les nouveaux tableaux. Et donc, ici, pour l'instant, je vous aide. Je vous mets les titres, d'accord? Et on va s'habituer à nommer ces tableaux correctement. Donc, tac. Voilà, on est là. Comparaison des moyennes de deux sous-populations. Hein. Ça fait penser au sex ratio, mais non, parce qu'il y a le mot comparaison des moyennes qui est très, très important. Ça veut dire que ce sont bien des quantités qui vont être comparées. Et donc, on est bien en présence. Alors, oui, oui et non, parce qu'on se dit, tiens, on est en présence de deux variables quantitatives. Non, pas du tout, parce qu'en fait, il y a une seule variable quantitative qui est en jeu, d'accord? Et ensuite, il y a la variable. Alors, la variable qualitative elle est toujours très pénible à voir. C'est pour ça que c'est assez prise de tête et que je préfère finalement que vous travailliez avec des mots-clés. Mais en fait, c'est les populations. C'est tout simplement, vous avez la variable qui est la variable population A, population B, et les moyennes associées. Donc, c'est bien la comparaison entre une variable quantitative et une variable qualitative. Voilà. Mais c'est très trompeur quand on commence à rentrer dedans. On a du mal à visualiser les choses. Bref, ici, on compare la moyenne de deux échantillons. Donc, on est sur ce qu'on appellera ensemble le T11. Et il va y avoir deux façons de le décliner. Et vous pouvez voir assez facilement qu'il va y avoir la notion de grand effectif et la notion de petit effectif. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre de différencier assez facilement
comment on va pouvoir sélectionner le tableau, le bon tableau dans lequel on se trouve. Alors, quand on parle de grand effectif, il faut impérativement que les deux effectifs de la population, je dis bien les deux à la fois, soient plus grands que 30. Voilà. Alors, nous, on s'était un petit peu arrêté à ce moment-là quand on a fait le stage de pré-rentrée, mais si vous avez bien travaillé la notion d'intervalle de confiance, etc., eh bien, vous avez cette notion de grand effectif et petit effectif. Et vous avez des formules qui sont différentes selon le cas qui se présente à vous. Et des fois, vous utilisez un N-alpha. Alors, dans le cours, il y a un L indice alpha et qui prend donc la valeur N-alpha si on est avec des grands effectifs. Donc, on a une loi normale qui est en jeu. Et si vous vous souvenez bien, ça prend la valeur T-alpha lorsqu'on est en présence de petits effectifs avec des effectifs inférieurs à 30. Et T-alpha, c'est un nombre qui est lu dans la table de student. Eh bien, on va retomber exactement sur la même structure que celle que je viens de vous narrer. C'est-à-dire que pour les grands effectifs, on se fera référence à une loi normale, et pour les petits effectifs, on fera référence à une loi de student. Donc la loi normale, bah, il n'y en a qu'une en termes de loi normale centrée réduite, bien sûr, donc du coup, ça ne posera pas de problème pour la lecture du N-alpha. Quant à la loi de student, il faut impérativement connaître son degré de liberté. Et le degré de liberté, vous l'avez sous vos yeux, c'est écrit un petit peu petit, mais en tout cas, vous l'avez sinon sous vos fiches personnelles, eh bien, c'est la somme des effectifs moins 2, N1 plus N2 moins 2. Voilà, tout est dit. Donc là, je viens de vous expliquer comment fonctionne le fameux T11, et donc on aura un T11 grand ou un T11 petit, et selon le cas sur lequel on se pose, eh bien, vous devez apprendre par cœur, comme je l'ai expliqué lundi dernier, les conditions d'application, les statistiques du test à calculer, les conclusions du test, que ce soit avec une conclusion classique ou avec le degré de signification. Alors, il y a quelques années, je vous disais par exemple, enfin je disais à vos prédécesseurs par exemple, voyez-vous que le E, on pouvait éventuellement essayer de le retenir, mais le T, oh là là, c'était trop compliqué, et donc forcément, bon, écoutez, c'est un peu risqué, allez-y seulement si vous êtes sûr de vous. Bon, bah ça y est, hein, votre prof, il y va maintenant. Il y va, et il va vous chercher sur des formules bien alambiquées. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous payer le luxe de faire l'impasse sur les formules. Hein, voilà. Vous apprenez vos formules et vous les connaissez. Donc, il y a un E égal. On verra pourquoi E, hein, un peu plus loin. Et il y a un T, T de student, hein, bien entendu. Hein. Donc, du coup, voilà. C'est bien la prise de tête. Mais, comme je dis souvent, certes, c'est une formule très complexe, mais c'est peut-être 100 fois plus facile qu'apprendre 50, 60, 70 pages, 80 pages de n'importe quelle autre matière que vous avez à côté. Voilà, bon, donc c'est un investissement, vous prenez 2 minutes, vous regardez bien, vous mettez des codes. Bon, N1 plus N2 moins 2, bah, ça y est, vous l'avez appris, c'est le degré de liberté de T de student. Donc, vous voyez qu'après, ce n'est pas très compliqué de retrouver cette formule et de l'apprendre correctement. Bien, allez, on y va. Donc, j'en suis donc à la question 4. Lors de la comparaison des moyennes de deux échantillons, est-ce qu'on considère que l'échantillon est grand si son effectif est supérieur ou égal à 25? Non. Non. C'est pareil pour l'intervalle de confiance. On considère que l'échantillon est grand si son effectif est supérieur à 30. Il suffit qu'un seul des deux échantillons soit considéré comme grand. Non, 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 pas du tout. J'ai été très clair. Il y a un « et » dans mon tableau. Il faut que les deux à la fois soient plus grands que 30. La B est totalement fausse. Le principe du test repose sur la vérification que la différence x1 bar moins x2 bar n'est pas trop éloignée de la valeur 0. Alors ça peut être une formulation un peu vieillotte aujourd'hui, mais en réalité, si vous regardez la formule, la formule telle qu'elle est décrite ici, c'est exactement ce qui se passe. Vous allez comparer x1 bar moins x2 bar, hein, d'accord, voilà, je mets assez plus, vous avez compris, et vous allez bien entendu regarder si cette valeur est grande, si cet écart est grand ou petit. Et donc, s'il est petit, c'est que x1 bar et x2 bar sont très proches l'un de l'autre, donc la différence des deux est très proche de 0. Donc, en fait, c'est exactement le principe du test qui a été décrit ici. Et le E, en fait, c'est un E qui est un petit peu vieillot maintenant, mais c'est E pour écart, écart réduit. Voilà, donc moi, je le mets encore dans mes cours, même si c'est un peu moins utilisé maintenant. Ça apparaît dans votre polycopier, hein, dans tous les cas de figure. Donc, la C, eh bien, nous allons la valider, bien entendu. Dans le cas dit des petits échantillons, donc on comprend que là, c'est le tableau qui est à droite, hein, d'accord, eh bien, la valeur de student lu correspond au degré de liberté de N1 plus N2 moins 1. Ben non, c'est moins 2, donc c'est mort, c'est pas bon. Et enfin, si les deux échantillons sont grands, il n'est pas nécessaire de faire préalablement une hypothèse à distribution gaussienne. Alors, une distribution gaussienne, c'est la loi normale. D'accord? Ça, c'est la courbe de Gauss, la courbe de la loi normale, c'est ça. Et donc, en fait, ici, il faut donc vérifier les fameuses conditions d'application que je vous ai dit qu'il fallait apprendre à chaque fois. Et dans le cas des grands échantillons,
on observe quoi? Ben, on observe, comme c'est le cas pour les intervalles de confiance, hein, qu'il faut qu'il y ait des échantillons indépendants, ben, ça c'est parce qu'il y en a deux. Il ne faut pas qu'ils soient tributaires l'un de l'autre. Il faut bien entendu qu'il y ait une prise au hasard, et il faut simplement que les échantillons soient grands, et on n'a besoin de rien d'autre. L'effectif remplace toutes les conditions d'application strictes que vous pouvez rencontrer. En revanche, ça n'est pas le cas pour les petits échantillons. On voit bien que dans le cas des petits échantillons, il faut impérativement une hypothèse supplémentaire. Il faut que la distribution soit faite selon des lois normales de même variance. Ça veut dire que non seulement il faut une hypothèse de normalité pour chacun des deux échantillons, mais en plus, il faut qu'ils aient la même variance. Bon, ben voilà, on apprend ça par cœur et puis on s'en sortira. Bon, je reviens à ma question numéro 4. Et donc, dans le cas des grands échantillons, il n'y a absolument pas du tout d'hypothèse de normalité à faire. Donc, in fine, ben la E est juste. Et la C était juste également. C'était les deux seuls exacts. Y a-t-il des questions? Parfait. Allez, je continue. Question 5. Afin de comparer l'apport calorique moyen par habitant dans deux régions A et B. Alors, là encore, hein, c'est le début de ces QCM, on va dire jusqu'à la question 9, 10 à peu près. Je vous aide, je vous donne le titre des tableaux. D'accord? Donc, on est encore une fois dans la comparaison des moyennes de deux sous-populations. C'est encore le T11. Hein, c'est clair et net. Comparaison de l'apport calorique moyen, donc il y a bien une variable quantitative hein, par rapport à donc, deux catégories de population, par rapport à des variables qualitatives. Donc, on a pris au hasard, donc ça c'est plutôt pas mal, un échantillon de taille 100, d'accord, dans chacune des deux régions. Bon, ben, c'est pas mal ça, parce que ça veut dire que les conditions d'application sont plutôt remplies. Hein. On a établi pour chaque individu l'apport calorique journalier, d'accord, concernant le test statistique de 5%. Allez, on y va. Il est nécessaire de supposer que l'apport calorique suit dans chacune des régions une loi normale. Bon, ben, j'espère que c'est clair, je l'ai dit il y a à peu près 35 secondes. Ça, ce n'est obligatoire que dans le cas des petits échantillons. Nous sommes dans le cas des grands échantillons. Voilà, donc gauche grand, droite petit, non, la A est fausse. L'hypothèse alternative du test est les apports caloriques moyens sont différents. Alors, si vous préférez, alors l'hypothèse alternative, c'est le contraire de l'hypothèse nulle, d'accord. Si vous préférez commencer par l'hypothèse nulle, il n'y a aucun souci. Et c'est quoi l'hypothèse nulle? Ben, c'est l'hypothèse pour laquelle tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Ça veut dire pour laquelle les apports caloriques moyens sont les mêmes. Ça, c'est l'hypothèse nulle. Donc, l'hypothèse alternative, c'est le contraire. Et le contraire, c'est que les apports caloriques sont différents. Donc, on valide la B. Donc, la C est forcément fausse. Il est nécessaire de supposer l'égalité des variances. Non, non, non. Ça, c'est dans le cas des petits échantillons. Et l'hypothèse nulle est les apports caloriques moyens sont égaux. Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, réponse B et E. Et voyez cette question-là, avec un peu d'entraînement, vous la faites en 20 secondes. Hein. Et après, vous consacrez davantage de temps à des questions calculatoires le jour du test. Donc, voilà, une question assez simple. Réponse juste, B et E. On continue notre cours en quelque sorte, et là on passe à un nouveau tableau de T1, à savoir comparaison d'une moyenne observée à une constante. Alors c'est là que les choses se gâtent un petit peu, parce que, ben voilà le tableau, et en fait on se rend compte qu'il y a 4 sous-cas. Donc lui-même est déjà un sous-cas de T1, d'accord? Et là on a 4 encore sous-cas, sous-sous-cas si vous préférez, donc on va essayer de les analyser. Alors d'abord, en fait, si vous regardez comment je vous ai présenté les choses, on va retrouver en gauche-droite grand et petit échantillon. Bon, ça déjà, dans votre tête, au moins, vous avez un moyen mnémotechnique de reconnaître les choses. Donc, les deux cases de gauche sont des grands échantillons et les deux cases de droite sont des petits échantillons. Alors, qu'est-ce qui va changer ensuite? Quel est le deuxième paramètre qui fait qu'on aura 4 cases et non pas 2 seulement? Eh bien, c'est que des fois, on connaît l'écart type de la population et des fois, on ne la connaît pas. Et donc, du coup, si on connaît l'écart type de la population, ce sont les deux cases du haut. Et si je ne connais pas la variance, bon, écart type variance, c'est même combat, hein, puisque la variance, c'est le cas de l'écart type. Hein. Et si je ne connais pas donc l'écart type de la population, eh bien, j'utiliserai les cases du bas. Alors, en fait, une fois de plus, j'exagère à peine, mais vraiment à peine, ça n'est pas si compliqué que ça. Si vous avez bien travaillé, un cours que nous n'avons pas vu ensemble, mais si vous avez bien travaillé les estimations, eh bien, vous savez qu'il y a des formules d'estimation de la variance d'une population. Et si vous regardez bien les tableaux, eh bien, vous retombez sur, voilà, vous voyez ici, voilà,
vous retombez sur des formules, d'accord, qui permettent d'estimer la variance d'une population à partir de ce qui a été calculé par rapport à un échantillon. Donc, en fait, vous voyez, tout se tient, en fait. Hein. Tout est une logique implacable. Si j'ai une variance inconnue de la population, eh bien, il faut que je me serve de l'écart type observé et que j'applique ma formule d'estimation, qui est égale à 1 sur n-1 fois la somme des x moins x bar au carré, tel que c'est marqué dans le polycopier. Alors ça dépend de votre niveau d'avancement dans votre travail. Voilà. Si maintenant vous n'avez fait, entre guillemets, et c'est déjà pas mal, qu'assister aux cours en classe, en présentiel et aux cours vidéo, bah vous avez un manque là-dessus. Voilà. Vous avez des parties qui vous manquent, et ce sont les parties notamment liées à l'estimation, aux intervalles de confiance, etc. D'accord ? Parce que quand on parle d'estimation, souvenez-vous, il y a deux types d'estimations, les estimations ponctuelles et les estimations par intervalle de confiance. Et donc, vous avez des formules à chaque fois. Et en plus, ça dépend de ce que vous travaillez. Si vous travaillez sur un nombre moyen, sur X bar, eh bien, donc, vous avez une certaine formule, un certain cours qui va avec. Si vous travaillez sur une fréquence observée, eh ben, c'est autre chose, par exemple un pourcentage. Vous avez encore une autre formule. Et vous avez donc différentes formules d'intervalle de confiance en fonction de ce sur quoi vous travaillez. Si vous travaillez sur une moyenne, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de la taille de l'échantillon, vous allez avoir une formule qui utilise N-alpha et qui sera centrée sur X bar, et une formule qui utilisera T-alpha et qui sera centrée sur X bar. Si maintenant on travaille sur des proportions, sur des pourcentages, dans ce cas-là, il y a une autre formule avec des F centrées sur F, et vous avez du racine carrée dedans, etc. etc. Donc ça, vraiment, le cours est bien à connaître là-dessus. À vous de bien travailler ce point-là. Et peut-être que vous l'avez bien travaillé et que vous comprenez parfaitement tout ce que je suis en train de raconter depuis 2 minutes. Donc, en fait, ces 4 cases, elles sont d'une logique implacable. Voilà. J'ai soit grand, soit petit, soit variance connue, soit variance pas connue. Si la variance est connue, je me sers directement de la formule avec la variance de la population. Et si la variance n'est pas connue, eh bien, je vais me servir de l'estimation de la variance dans mes formules. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et du coup, c'est exactement la même chose. Alors, allons-y. On mesure la vitesse de sédimentation de 64 individus. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que nous sommes en présence de grands échantillons. Et c'est toujours un peu plus facile des grands échantillons, il y a moins de sous-cas. On est tout le temps sur une loi normale, par exemple. On est toujours sur du N-alpha. Alors, on trouve une moyenne de 10 mm, ok, et on se demande si elle diffère réellement de la valeur normale de 8 mm. Ok, donc on est d'accord, c'est ça qui vous permet de comprendre qu'on est sur du T1-2. C'est cette phrase-là qui vous permet de comprendre qu'on compare une moyenne observée à une moyenne constante. Voilà. On sait que l'écart type de la population est 4 mm, ça c'est génial, ça veut dire qu'on est en présence de la case qui est en haut à gauche. À gauche parce que c'est grand échantillon, en haut parce que la variance est connue, l'écart type est connu. Donc du coup, il faut simplement que je regarde cette partie de cours et que je l'applique. Alors c'est facile quand on l'a sous les yeux. Mais bon, voilà, c'est à apprendre par cœur. Alors d'abord, il faut calculer E, il faut savoir s'il est égal à 1 ou à 4. On va faire le calcul. Hein. Donc, à quoi égale E? X bar moins A. Donc, ça fait 10 moins 8. La constante, c'est 8. Hein. 10, c'est le X bar qui a été observé. Divisé par racine carrée. Alors, de quoi? De sigma au carré. Sigma au carré, c'est 4 au carré. L'écart type au carré, divisé par n, 64. Bon, alors moi, dans les préparations, hein, je trouve que ce n'est pas inintéressant de mettre la main à la pâte et de faire un petit calcul par moment pour voir un peu à quoi ça ressemble. La tendance de ces dernières années, c'est de ne pas aller vers du calcul trop compliqué avec vous parce qu'on sait que vous avez du mal. Voilà. Et c'est faire une question sur laquelle il y a moins de 10% des gens qui répondent, même si à la fin vous êtes 10% à être sélectionnés, ce n'est pas très intéressant. Ce qu'ils veulent vraiment quand ils font des concours, ils veulent vraiment une répartition des candidats de façon à pouvoir sélectionner avec un peu plus d'objectivité. Donc, une question que personne ne sait faire, ce n'est pas une question qui les intéresse en théorie. Alors, cela dit, moi, je vous forme à savoir faire ce genre de choses-là. Alors, du coup, ça fait 10 moins 8, ça fait 2. Ça, c'est plutôt pas mal. Et racine de 4 au carré, ça fait 4. Et racine de 64, ça fait 8. Donc, voyez-vous, on a un 2 sur 4 sur 8. Bon. Et là, on est maintenant sur des fractions de collège, hein, sans vouloir incriminer personne. Donc, on est sur du 2, et non pas sur 2, mais 2 sur 1,5. Voilà. Et divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse, d'accord? Et donc, du coup, en fait, on va avoir 4. Voilà.
2 divisé par 0,5, ça fait 4. Bon, donc déjà, on est bon avec le B. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, autre bonne nouvelle avec la loi normale, c'est qu'on connaît souvent par cœur certaines choses. Et par exemple, pour alpha égale à 5%, moi je sais que n alpha égale à 1,96. Je n'ai pas besoin de perdre du temps à aller chercher le n alpha dans la table. Donc, il faut comparer E par rapport à 1,96. Est-ce que E est inférieur à n alpha? Ben non. E est plus grand que n alpha. Donc déjà, on a B et D. Vous voyez, ça avance vite. Hein. Là, je fais beaucoup de commentaires ou quoi, mais en fait, ça va super vite. Hein. Alors maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on conclut. Qu'est-ce qu'on conclut? Là, on est sur, bien sûr, la méthode classique. Hein, il n'y a pas de degré de signification dans ce qu'on est en train de faire. Et donc, sur la méthode classique, je rappelle que lorsque la statistique calculée est supérieure à la statistique théorique, eh bien, on rejette, bien sûr, l'hypothèse nulle. Alors, il reste à comprendre ce que c'est que l'hypothèse nulle. Une fois encore, l'hypothèse nulle, c'est qu'il n'y a aucune différence, d'accord, que les choses sont normales. Lisons la E. On en déduit que les différences sont dues aux fluctuations d'échantillonnage au risque de 5%. Qu'est-ce que ça veut dire que les différences sont dues aux fluctuations d'échantillonnage? Eh bien, cela signifie que les différences observées sont normales. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ben, ça, c'est l'hypothèse nulle. Or, on vient de dire à l'instant qu'on rejetait l'hypothèse nulle. Donc, la E n'est pas bonne. D'accord? Voilà, donc tout ça, c'est du vocabulaire. Fluctuation d'échantillonnage, c'est que ce sont des différences qui sont observables normalement. Hein, d'accord? Et donc, ça veut dire que c'est H0 qui est retenu. Et ben non, non. H0 n'est pas retenu, H0 est rejeté. Donc, cela veut dire qu'on en déduit que les différences sont dues à autre chose. Voilà, d'accord? Il y a un problème quelque part. La différence est significative, si vous préférez. C'est aussi un vocabulaire utilisé par votre prof. Donc, B et D pour cette question numéro 6. Et je continue, et vous m'arrêtez sans souci dès qu'il y a la moindre question. Alors, question 7, eh bien, on arrive donc à la troisième catégorie de tableau, hein, dans la troisième sous-catégorie de T1, si vous préférez, c'est le T1-3. Série à parier. Et donc là, vous avez encore un mot-clé hyper intéressant. C'est les mots avant et après. Voilà. Avant-après, c'est T1-3, dans 99% des cas. Alors, explication. Qu'est-ce que ça veut dire des séries à parier? Ce sont des séries qui sont en fait dépendantes, qui ont un lien l'une avec l'autre. Tout à l'heure, quand on regardait les moyennes par sous-population, on avait vraiment deux régions différentes, région A, région B. Il n'y avait aucune raison qu'elles soient à parier toutes les deux. Alors que, en fait, dès que vous prenez deux populations qui ont un lien quelconque de dépendance, on aura affaire à ce tableau T1-3. Alors, une sous-catégorie de séries à parier, c'est tout simplement regarder chez les mêmes personnes ce qui se passe avant et après un traitement. C'est pour ça que le avant-après est un cas très classique de séries à parier. Toutes les séries à parier ne sont pas des avant-après, mais les avant-après, pour peu qu'on parle bien entendu d'un taux et qu'on compare ça chez des personnes, eh bien, ça fait partie des séries à parier. Donc, c'est exactement ce qui se passe ici. Vous avez 60 personnes. Et ces 60 mêmes personnes, on va regarder leur taux de cholestérol sanguin avant et après traitement. On est exactement dans le cas des séries à parier. Alors là, 2 sous-cas, ce n'est pas comme tout à l'heure avec 4 cases. Et donc, bien entendu, vous avez gauche-droite, grand échantillon et petit échantillon. Voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis. Et donc, vous avez compris le concept, apprendre les formules qu'il y a derrière, regarder ce qui se passe. Et là encore, on retombe sur quelque chose d'assez simple. Hein. C'est loi normale avec les grands échantillons et loi de Student avec les petits échantillons. Je ne l'ai pas vu avec le T1-2, mais je le verrai plus tard. Il y avait un petit piège. Il y a un cas de petit échantillon, on conserve la loi normale. Vous avez dû vous en rendre compte peut-être si vous avez lu correctement votre cours. C'est vraiment une exception qui confirme la règle. En général, c'est Student pour les petits échantillons et normal pour les grands échantillons. Bon, voilà une petite formule à connaître qui n'est pas très compliquée. Hein, des barres sur racine carrée de S carré sur N, on a connu plus compliqué. Et puis, bien entendu, le fait que dans le cas des petits échantillons, il faut ajouter le fait que la différence étudiée, attention, c'est bien la différence. Hein, ce n'est pas un des deux, non, c'est la différence étudiée. Et il faut que cette différence suive une loi normale. Voilà, on a tout, on peut attaquer les questions. Donc, on se pose la question de savoir si le traitement a une influence significative sur le taux de cholestérol. Bon, oui, c'est le but du jeu, bien entendu. L'hypothèse nulle sera le fait que rien ne change. Donc, regardons ce qu'il nous propose. L'hypothèse nulle est que la moyenne des valeurs avant est différente de la moyenne après. Ben non, l'hypothèse nulle, c'est que tout le monde est gentil,
Tout le monde, il est beau. Le A est invalidé. L'hypothèse nulle est que la moyenne des valeurs avant n'est pas différente. Oui, c'est ça l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, je l'ai dit, je redis, c'est quand tout va bien, c'est quand les choses ne sont pas modifiées. L'hypothèse alternative suppose que le traitement modifie la moyenne des taux de cholestérol. Ben oui, puisque il va y avoir donc une différence dans les moyennes, donc on suppose que c'est le traitement qui est en jeu, bien entendu. Le test consiste à comparer la moyenne des différences. Ben vous avez le D, hein, vous avez bien le D qui apparaît, hein, comme tout à l'heure, donc on est bien sur la moyenne des différences. Hein. Hop là, d'accord? Voilà, donc pas de souci. Et on compare une moyenne théorique nulle. Oui, bien sûr, il ne faut pas que j'oublie de lire la fin de la phrase. Et le test est basé sur le calcul de l'écart réduit des différences. Bon, c'est un peu vidéo, là, encore ces formulations, mais voilà, écart réduit, c'est le E, c'est ce que je voulais que vous reteniez. Donc oui, le test est basé sur le calcul de l'écart réduit des différences. Donc BCDE pour cette question numéro 7. Je continue. On a mesuré chez 16 patients, alors là c'est classé, hein, mais partez du principe que normalement on ne vous aide pas. Hein. Donc on a mesuré chez 16 patients, pris au hasard, la surface tumorale avant et après. Hop, avant-après. T1-3. Voilà, T1-3, pas de souci. Donc surface tumorale, bon, on ne va pas revenir sur des considérations médicales, hein, vous avez compris comment ça fonctionne. Et vous savez que, alors en plus c'est paradoxal parce que ils ne mesurent pas la surface, les médecins. En fait, ils regardent les diamètres des tumeurs. Et en plus, ils font des additions de trucs. C'est un truc de fou, quoi. C'est absolument anti-mathématique ce qu'ils font. Mais bon, vu que de toute façon, on regarde si ça grossit ou si ça diminue, globalement, c'est pas grave, quoi. Mais c'est assez bizarre, mais sachez que les médecins, les oncologues, là, ne regardent pas la surface en tant que telle, ils regardent le diamètre des tumeurs. Et ils se permettent de faire des additions de diamètre. C'est un truc de ouf, quoi. Bon, enfin bref, peu importe. Alors, avant-après, 16 patients, bon, on est dans le tableau de droite, hein. On est tout simplement dans le cas des petits échantillons. Voilà, donc on n'a plus qu'à regarder ce qu'on propose et on apprend le tableau par cœur. Alors, est-ce qu'il manque autre chose? On obtient à l'aide de ces données une moyenne de surface 1 avant 1, d'accord. OK. Alors là, de suite, hein, moi je tilte, hein, j'attends de voir impérativement que la différence étudiée suive une loi normale. Hein. Si je n'ai pas ça, je suis marron hein, pour l'application du test, hein, d'accord. Donc, les mesures étant réalisées à deux moments différents sur les mêmes patients, on travaille avec deux échantillons dépendants. Ben oui, c'est le concept, d'accord? C'est le concept d'essayer à parier. Les deux échantillons sont bel et bien dépendants et ils ne sont donc pas indépendants. Les conditions d'application du test de comparaison de deux moyennes ne sont pas remplies. Ben non, voilà, elles ne sont pas remplies. Il manque le fait que la différence étudiée suive une loi normale, donc la C est validée. Lorsque les conditions de validité du test sont remplies, vous voyez comment la question est formulée, on prend nos précautions. Alors, la statistique du test serait à comparer à la valeur lue dans la table de student. Oui, student petit échantillon, et il n'y a que le T12 qui a une petite exception, donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut faire attention au degré de liberté. Est-ce le bon degré de liberté? Je regarde à droite. Oui, le degré de liberté, c'est N-1. Donc, c'est bien 16-1. Parfait, la D est bonne. Et enfin, donc, le résultat de la statistique du test est à comparer à la valeur lue dans la table de la norme. Non, 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 non. Pour les petits échantillons, usuellement, c'est la loi de Student. Et je le redis, voilà, le seul cas particulier, je vous montre maintenant, c'est ici, si on a une variance connue, voilà, c'est le seul cas particulier des petits échantillons, c'est le T12 avec une variance connue. C'est tout. Sans ça, c'est tout le temps le T de Student. OK, très bien. Eh bien, écoutez, ben, ça y est, le cours est fini en quelque sorte. Donc maintenant, toutes les autres questions, c'est des questions de révision, des questions maintenant au hasard où il faut comprendre dans quel tableau on est et se souvenir du tableau en espérant que vous avez déjà commencé leur apprentissage par cœur. Eh bien, on va commencer avec cette question numéro 9 et là, de suite, hein, c'est immédiat. On voit immédiatement qu'on a affaire au test de corrélation linéaire. Hein, c'est bien marqué, le coefficient de corrélation. Donc, on se souvient qu'il faut qu'il y ait impérativement une hypothèse de binormalité. Il faut que le couple suive une loi normale et c'est marqué dans l'énoncé. En lisant en diagonale, on arrive à s'en sortir quand même, hein, d'accord. On suppose que le couple, poids H, suit une loi normale, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait. Donc, les conditions sont remplies, ok. Et puis, on est en présence d'une question qui est facile. Oui, non, je vais le dire, elle est facile parce que le R est donné.
Souvenez-vous, lundi dernier, on avait des questions qui étaient plus enquiquinantes parce qu'il fallait calculer le R. Là, non, le R vous est donné, c'est 0,56. Bon, très bien. Donc, le alpha est bel et bien donné. OK. Que peut-on affirmer au risque de 5%? Eh bien, il faut chercher donc la statistique théorique. Hein, il faut aller rechercher la statistique théorique. Alors, ici, il y a 12 personnes. On a une taille 12. Et pour mémoire, si je ne me trompe pas, il faut aller regarder 12 moins 2. Hein. Alors, vous voyez, ne confondez pas, on a vu un N-1 avec le T de Student tout à l'heure, hein, mais dans le cas du test de corrélation, il faut penser à regarder un degré de liberté égal à N-2. Voilà, donc apprenez bien, bien, bien vos tableaux et ne vous mélangez pas les pinceaux, s'il vous plaît. Donc, je vais chercher la table. Hein, elle est où, elle est où, elle est où elle est ici, je l'avais sous les yeux. Voilà. Je l'avais sous les yeux, table du coefficient de corrélation. Donc, j'ai 5%, c'est la colonne du milieu. Hop là, c'est cette colonne-là. Voilà. Et ensuite, je cherche 10. 12 moins 2, 0,576. Voilà. Donc, du coup, d'office, et ça va très vite, je dégage le A, je dégage le C. Au passage, on pouvait dire la E avant. Hein. On ne peut pas utiliser le test de corrélation. Pour quelle raison? Car là, je n'ai pas... Bon, allez, hop, ça dégage. Rien à voir avec la choucroute. Donc, j'ai plus que le choix entre la B et la D. D'accord? Donc, du coup, 0,56, il faut le comparer à 0,576. Donc, c'est bien inférieur à 0,576. On est dans un test classique. Et donc, dans un test classique, lorsqu'il y a inférieur, on conserve l'hypothèse nulle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypothèse nulle? C'est l'hypothèse où tout le monde est gentil, tout le monde est beau, où rien ne change. Donc, ça veut dire que le poids et l'âge sont indépendants. Donc, c'est la B. Voilà. Et ce n'est pas la D. D'accord? Voilà pour cette question 9. Vous m'arrêtez s'il y a quoi que ce soit. Je pense que ça devrait être clair en théorie avec toutes les répétitions que nous faisons depuis maintenant un petit moment. Allez, on passe à la 10. Bon, test du Ki2. Hop, on est sur du T2. Je ne sais pas lequel. Ça n'a pas d'importance. Je sais qu'il y a quand même des constantes entre les 3 sous-cas. Donc, je n'ai pas peur. Je peux y aller. Question numéro 10. Le test du Ki2 permet de tester l'indépendance entre deux caractères quantitatifs. Non, 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 non. On est sur deux caractères qualitatifs. Allez, hop, le A, il saute. La distribution du Ki2 est symétrique, on l'a déjà vu ensemble, c'est la loi Van Gogh. Donc non, 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 c'est pas la B. Pour réaliser un test du Ki2, tous les effectifs observés doivent être supérieurs à 5. Non, ce sont tous les effectifs théoriques. Donc non, c'est pas bon. Pour réaliser un test du Ki2, au moins un des effectifs théoriques. Non, 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 ce sont tous des effectifs théoriques. Donc la D n'est pas bonne, c'est donc forcément la E. Il existe différentes lois du Ki2 en fonction du nombre de degrés de liberté, bien sûr, je veux, on avait étudié ça ensemble d'ailleurs, me semble-t-il, si je ne fais pas erreur. 10, E. Question 11. Lors d'un essai thérapeutique comparant un médicament à un placebo, stop, 99% de chances qu'on soit sur du T2-1. C'est encore du Ki2, avec le mot placebo. On a retrouvé un taux de succès. Ah, vous voyez, le mot taux, il pouvait prêter à confusion. Mais non, taux de succès, ça veut dire qu'on est sur de l'efficacité, on est bien sur du qualitatif. Il n'y a aucun doute là-dessus, on n'est pas sur du quantitatif, on n'est pas sur le taux d'un, je sais pas moi, d'un produit, non, non, on est sur le taux de succès, donc on est sur de l'efficacité. C'est volontaire hein, de faire des questions comme ça, qui vous troublent un petit peu, qui vous plantent un petit peu. Bon, là non, on est sur du T2-1, il n'y a pas de doute. Cette conclusion est confirmée. Il y a encore moins de doute, puisqu'il y a marqué quand même Ki2 ici, hein, depuis le début. Hein. Bon. Au risque de 5%. Alors, que peut-on conclure? Eh bien, vous avez compris que là encore, c'est du cours. À la fin, on connaît par cœur. Le médicament sera inefficace chez moins de 5 malades sur 100. Je le dis, je le redis, je le répète, le alpha et le P ne sont pas des probabilités d'efficacité ou d'inefficacité. La A, c'est une formulation abusive. Ça ressemble à rien. Je répète que c'est un risque de se tromper ou c'est une probabilité d'observer un écart qui dépasse quelque chose. Donc, on n'est pas là-dessus. Alors, on est certain que le médicament est efficace. Ça, hop, ça veut dire qu'on n'a rien compris au test d'hypothèse. Hein. Quand on fait un test d'hypothèse, on a toujours un risque de première espèce ou de
deuxième espèce. Bon, si le médicament... où j'en suis? Si le médicament est efficace, la probabilité d'observer un tel résultat est inférieure à 0,05. Alors ça ressemble à la question 1 ou à la question 2 qu'on a vue tout à l'heure. Et je vous rappelle que dans ce cas-là, c'était sous H0. Et H0, c'est justement le contraire de l'efficacité du médicament. C'est le fait que rien ne se passe. Donc la phrase commence mal ici. Elle devrait commencer par « si le médicament n'est pas efficace ». Donc la C est rejetée à cause de cela. Alors la D, si le médicament n'est pas efficace, pas mal, ça commence bien. La probabilité d'observer un tel résultat est inférieure à 0,05, parfait. Tout est nickel, c'est exactement ce qu'on avait évoqué au début du cours, donc oui, la D est bonne. Le taux de succès du médicament, j'arrête les frais, ok? Voilà, non, 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 non. Le alpha, le P n'ont rien à voir avec le taux de succès du médicament, je le dis, je le redis, je le répète, donc ça, je jette immédiatement. Il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est la D. J'avais une question juste. Bien sûr. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place de succès là, dans cet item pour la A Ah et non, la non, E? non, 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 ah non, ah non. Bah, c'est la D la bonne réponse, hein. C'est la D la bonne interprétation. Il n'y a pas de... Mais comment on aurait pu tourner la phrase pour que ça soit juste, je veux dire? Pour la E, tu parles? La A et la E, oui. Ah bah non, c'est que la D qui est la bonne formulation. La bonne formulation, c'est la D. C'est ni la A ni la E. La seule bonne formulation, c'est la D. Oui, mais je veux dire, quand on dit que le médicament est inefficace, qu'est-ce qu'on devrait dire pour que ce soit juste, je veux dire? Mais tu ne peux rien dire pour que ça soit juste, parce qu'un test d'hypothèse n'est pas là pour conclure à l'inefficacité du médicament. C'est-à-dire que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pardon, je me suis mal exprimé. Bien sûr qu'il est là pour conclure à l'inefficacité ou à l'efficacité du médicament, mais pas avec un critère d'évaluation. Tu ne sais absolument pas du tout quel est le taux de succès du médicament. Tu es juste là pour dire, je conclus qu'il est efficace ou qu'il n'est pas efficace avec un risque de me planter. Mais tu ne sais absolument pas du tout sur quel taux de population il va être efficace ou inefficace. Est-ce que tu comprends la nuance? Ok, oui, ok, merci. Il est absolument impossible de formuler une réponse en termes d'efficacité du médicament. En termes, oh là là, c'est vrai que c'est compliqué, en termes donc de pourcentage d'efficacité. Voilà, si vous préférez, on va dire ça comme ça. D'accord? Il est absolument impossible, à l'issue d'un test d'hypothèse, de pouvoir donner un pourcentage d'efficacité du médicament. Le test d'hypothèse va conclure à l'efficacité ou pas du médicament avec un risque de se tromper. Ça n'est Ok, pas la même chose. D'accord? oui, Il merci. n'y a que la D qui est la bonne formulation. C'est la seule formulation possible avec ce genre de phrase. Très bien. D'autres questions? OK. Continuons. Tac, tac, tac. Allez, question 12. De suite. Mère fumeuse, mère non fumeuse, c'est gros comme une maison. On est sur du risque relatif. Le risque relatif, mot-clé qu'on a déjà vu, c'est le T2-3. D'accord? Donc, je ne sais pas pourquoi des fois ça me fait des cases comme ça, des rectangles comme ça, je suis désolé, hein, je fais avec, il partira peut-être tout à l'heure. Donc, T2-3. Et donc, en fait, c'est assez simple, hein, c'est encore du qui 2, c'est encore, voilà, tout fonctionne parfaitement bien, avec en plus la notion de risque relatif. Donc, faut bien savoir comment ça fonctionne. Alors, quelles sont les assertions vraies? L'hypothèse nulle est risque relatif égal à 1. Oui, 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 oui. L'hypothèse nulle, c'est le fait que rien ne change. Je l'ai déjà dit à maintes reprises. Donc, la A est bonne. Bah, la B est fausse. Hop là, voilà. Ensuite, on conclut au risque de 5%. Le risque relatif est différent de 1, car qui 2 égale à 5,5, qui est supérieur à 3,84. OK. Donc là, il va falloir calculer le qui 2. Donc, on va mettre la main à la pâte. C'est une question vieillotte, hein, je vous le rappelle. Dans des questions un peu plus récentes, vous avez le calcul qui apparaît. On vous donne souvent la réponse. Mais je le répète, ça ne fait pas de mal de comprendre comment fonctionne le calcul un petit peu. Donc, il me manque une marginale. Il me manque une marginale, à savoir, hop là, je vais y arriver, 20 ici. Et ici, 105 plus 95, 200. Et on est sur du 220. Donc, j'ai d'abord besoin de calculer les effectifs théoriques. Pour ce, je rappelle que si je veux l'effectif théorique associé à 15, il faut faire 20 fois 110 divisé par 220.
Alors, 110 divisé par 220, c'est quand même, vous voyez, c'est quand même, ce sont vraiment des questions d'annales, hein, même si ça a un peu vieilli. 120 sur 220, ça fait un demi, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, en fait, on voit ici qu'on a 10. Une fois que vous en avez calculé un, je vous rappelle que ce n'est pas la peine de recommencer le protocole, il suffit simplement de compléter le tableau. De 10 pour aller à 110, il me manque 100. De 100 pour aller à 200, il me manque 100. Et enfin, de 100 pour aller à 110, il me manque 10. Voilà. Ensuite, deuxième chose, je vous rappelle que ce qu'on va regarder, c'est l'écart entre les effectifs théoriques et observés. Donc, en fait, si vous regardez bien ici, dans ce tableau, on n'a que du 5, partout. L'écart, c'est 5. Et ensuite, je vous rappelle que plus précisément, c'est l'écart au carré divisé par l'effectif théorique. Donc, en fait, ça veut dire qu'on va avoir du 5 au carré sur 10, ça c'est pour le nombre en haut à gauche, plus 5 au carré sur 100, ça c'est pour celui qui est ici, avec entre 95 et 100, plus 5 au carré sur 10, c'est celui qui est ici entre 5 et 10, et plus 5 au carré sur 100. J'ai appliqué la somme des O moins t au carré sur t. D'accord? Donc, du coup, 5 au carré 25 sur 10, ça fait 2,5. Donc, en fait, j'ai 2,5 plus 0,25, puisque sur 100, ça fait un décalage de virgule. Hein, c'est assez rapide. Et ça, il faut multiplier par 2. Donc, ça fait 5,5. Hein. Ça fait 5,5. Donc, déjà, la D est forcément fausse. Donc, il faut que je regarde maintenant si la C est bien formulée. Au risque de 5%, le risque relatif est différent de 1, car, on conclut, hein, bien sûr, hein, car qui 2 égale à 5,5, oui, dans la méthode classique, lorsque le calcul est plus grand que la théorie, on rejette l'hypothèse nulle, donc on conclut que le risque relatif est différent de 1. C'est parfaitement bien formulé, cette phrase. Là, c'est vrai. Et enfin, le risque relatif est égal à 3. Ah bah, il faut y aller. Hein. Donc, le risque relatif, là, c'est un autre cours que vous avez dû voir. Je ne crois pas qu'on l'ait vu ensemble. Donc, il faut que vous fassiez 15 sur 110 divisé par 5 sur 110. Les 110, bien sûr, ils dégagent, et 15 sur 5, ça fait 3. Voilà. En fait, quand les effectifs sont égaux, il suffit de faire 15 sur 5, c'est assez rapide. Mais si les effectifs avaient été différents, il aurait fallu faire la formule que je vous ai montrée un instant. Donc, en effet, la E est vraie, l'estimation du risque relatif est égale à 3. La question se pose de savoir si on avait le droit d'estimer, puisque si vous avez fait votre cours sur l'estimation, vous savez que ce n'est pas toujours le cas. J'en parlerai tout à l'heure, si une question l'aborde de façon un peu plus précise. Ok, question 13. On veut comparer deux méthodes chirurgicales, on est encore sur du T2, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. On est sur du T2, alors comparaison de deux méthodes chirurgicales, on va même être sur du T2-2. Voilà, donc bon, après, c'est pas grave si vous ne vous souvenez pas vraiment que c'est du T2-2, mais ça devrait fonctionner. Et donc, selon les questions qui sont posées, il faudra compléter les marginales, trouver les effectifs théoriques et éventuellement faire le calcul. On va voir, c'est pas sûr, hein, mais on va voir. Alors, premièrement, on ne peut pas faire le test car l'effectif de chaque échantillon est inférieur à 30. Alors voilà, vous voyez, moi j'adore ce genre de choses-là. Ça, c'est celui qui ne comprend rien au test. Il n'a pas compris qu'on est sur du T2 et donc il mélange avec du T1. Le coût de 30, le coût de grand échantillon, petit échantillon, c'est que pour le T1, pas pour le T2. Donc, cette réponse A, elle est géniale pour mélanger les pinceaux à ceux qui ne travaillent pas. Voilà, c'est tout, c'est clair et net. Elle est hors sujet pour nous, parce qu'on sait qu'on est sur du T2, on sait qu'on est sur du Qui2, donc la A est hors sujet. La comparaison n'est pas possible car une valeur est inférieure à 5. On l'a déjà dit, redit, non, il faudrait vérifier les effectifs théoriques et non pas les effectifs observés. Donc la B, dans tous les cas, est fausse. Théoriquement, si les distributions ne sont pas différentes, on devrait avoir 15 bons résultats. Ah, ça veut dire qu'il faut calculer les effectifs théoriques. Alors c'est parti, je complète les marginales, 33, 4 et 7, 11. Et ensuite, ici 16 et 4, 20. Et 17 et 7, 24. On est sur un total de 44. OK, donc maintenant, je veux le nombre qui est en haut à gauche, hein, avec la méthode A. Et donc, je fais 20 fois 33 sur 44. 20 fois 33 sur 44. Table de 11, 33 sur 44, c'est 3 quarts.
Et 20 fois 3/4, c'est 15. Le compte est bon. Au passage, ce n'était pas demandé, mais on vérifie qu'on a bien 5 comme effectif théorique à la place de 4. Et donc, en fait, on voit bien que le test est réalisable. Donc, la C est vrai. Le test fait appel à un degré de liberté égal à 1. Ah, on n'avait pas révisé encore aujourd'hui, c'est pas mal. Je vous rappelle que le degré de liberté avec le test du Qui2, c'est nombre de colonnes moins 1 multiplié par nombre de lignes moins 1. Donc ici, vu qu'il y a 2 lignes et 2 colonnes, ça fait 1 fois 1, ça fait 1, donc la D est vraie. Et enfin, regardez la D, je l'arrête de suite la lecture. Hein. Hop là, ça, c'est un rapport avec les T1. Donc, ce n'est pas du tout le T2, donc hors sujet. Hop là, c'est fini, c'est D. Voilà pour cette question 13. Ah, question 14, elle est à cheval, ça doit être une des rares qui doit être à cheval. Elle devait être vraiment trop longue. Alors, la question 14, on a constitué au hasard 2 groupes de 100, d'accord? Donc, 2 groupes de 100, là, on va pencher vers du T1, les enfants, hein, d'accord? Présentant une hypertension artérielle systolique. Bon, je sais pas ce que c'est. Systolique, oui, j'ai des souvenirs qui remontent. Bon, le premier groupe a été traité par un médicament A, le deuxième par un médicament B. OK. Et on se pose la question de savoir si le traitement A a une influence significative sur les valeurs de tension artérielle systolique. Bon, OK. On est sur du T1. On est sur du T1 puisqu'on n'est pas sur des séries à parier. On a bien 2 groupes, A et B. Et on n'est pas sur une comparaison à une moyenne. On est sur la comparaison de 2 groupes. Donc, aucun doute là-dessus, on est sur du T1. Et ce travail-là est vraiment important parce qu'une fois que vous savez où on est, le cours est plus facile, hein, les réponses sont plus rapides. Alors, allez, c'est parti. L'hypothèse alternative est que la moyenne n'est pas différente. Non, 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 non. Ça, c'est l'hypothèse nulle. Hein. L'hypothèse nulle, n'est pas différent, donc ce n'est pas l'hypothèse alternative, la A est fausse. L'hypothèse alternative est que la moyenne est différente de la... Oui, oui, ouais, bah, c'est ça, oui, bien sûr. C'est ça l'hypothèse alternative, aucun souci. B. Le test est basé sur le calcul de l'écart réduit des différences. Alors, on a évoqué, c'est encore un peu vieillot, je l'ai déjà dit, mais oui, il y a du E qui traîne quelque part, et il y a du D qui traîne. Hein. Il y a le E et le D, donc oui, c'est bon. On conservera l'hypothèse nulle si la valeur absolue de l'écart observé est supérieure à la valeur seuil n alpha. Si c'est supérieur, on est sur la méthode classique, on rejette l'hypothèse nulle, donc la D est fausse. Et on conservera l'hypothèse nulle si la valeur absolue de l'écart est inférieure à la valeur seuil n alpha. Bah non, parce que là, il y a un piège. Hein. Hop, 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 attention, là, c'est alternative. Ils ont changé nul par alternative, donc non, c'est faux. Oh, les sagouins. Hein, ils font tout pour vous piéger. Hein. D'accord. Donc, si ça avait été l'hypothèse nulle, ça aurait été bon. Hein. Mais la D et la E ne sont pas contraires, en fait. Hein. Donc, il faut faire gaffe. Ils ont vraiment changé nul avec alternative. Donc, les deux sont fausses. B et C pour cette question 14. OK, question 15. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies? Donc, on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Question générale de cours. On utilisera un test pour les séries à parier lors de la comparaison d'une variable quantitative dans un groupe d'individus exposés par rapport à un autre groupe d'individus non exposés. Alors, exposé, non exposé, c'est la notion de facteur de risque. C'est la notion donc de T de 3. On est sur du Qui2, on n'est pas sur du T1. On n'est pas sur les T1-3, séries à parier. Donc, non. La A est fausse. La comparaison chez un même individu de l'efficacité d'un produit A, ben non, c'est le contraire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on parle de l'efficacité d'un produit, on est encore sur du T de 2, on mélange encore les deux, hein, d'accord? Donc, on n'est toujours pas bon. Un test pour série à parier n'est utilisable que pour les grands échantillons? Non, 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 on peut l'utiliser pour les petits échantillons, il y a de quoi faire avec des hypothèses, des conditions d'application particulières. On utilise le même test de Sudin pour la comparaison des séries indépendantes et des séries à parier. Alors non, parce que pour les séries indépendantes, souvenez-vous, c'était N1 plus N2 moins 2, et pour les séries à parier, c'est N-1, donc ça n'a rien à voir, donc ce n'est pas le même test, donc du coup, forcément, c'est E. Voilà pour la 15. Voilà, voilà, continuons. 16. Alors, 13h35, on est pas mal cette fois-ci, hein, pour une fois. J'ai un peu accéléré, histoire de faire un maximum de questions ensemble.
En même temps, vraiment, le gros du travail, c'était lundi qu'il fallait le faire. J'espère que parmi vous, il n'y a personne qui a raté de la séance de lundi, parce que c'est là que j'ai vraiment débroussaillé la notion de thèse d'hypothèse. Donc après, on voit que là, c'est que de l'entraînement, tout se met en place, on voit des automatisations se mettre en place. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Couple poids-âge suit une loi normale, donc c'est du T3 et en plus, tout va bien. Tout va très bien, on a du 0,520, donc on nous l'a donné, ça c'est magnifique. Et donc, du coup, il faudra chercher un degré de liberté égal à 12, puisqu'on est sur du 14. Voilà. Donc, il faut qu'on cherche, eh ben, je l'ai ici, je l'ai sous les yeux, degré à 12 ici, c'est du 0,532. Hop là, il est là. On est sur 5%, bien sûr. Donc déjà, ben, la A, en 2 secondes, elle dégage, la C, elle dégage, la E, c'est du n'importe quoi. OK, donc on a le choix entre la B et la D. On n'a plus qu'à lire. Le poids et l'âge sont liés car 0,520 est inférieur à 0,532. Alors, c'est vrai que 0,520 est inférieur à 0,532, sauf que dans le cas classique, on accepte l'hypothèse nulle, et l'hypothèse nulle dit que tout va bien, donc ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. La B est fausse, donc nécessairement la D sera juste. On peut vérifier et ça marchera. Question numéro 17. Concernant un test de comparaison d'une moyenne observée à une constante. Ah, aïe, 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 c'est le T12, ça, c'est les 4 sous-cas. Alors, on y va. Dans le cas de grands échantillons, si les conditions sont remplies, alors oui, ça je me souviens, ça c'est moi qui l'ai créé. Celui-là, ce n'est pas du tout un test, c'est pas une question encore d'analyse. Ça pourrait l'être, hein, ça pourrait l'être, mais c'est moi qui l'ai créé. C'était pour bien que vous visualisiez les 4 tableaux dans votre tête. Dans le cas des grands échantillons, ça veut dire que c'est les deux qui sont à gauche. Si les conditions sont remplies, la statistique du test suit une loi normale. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez n alpha dans les deux cas, donc pas de souci. Là est vrai. Lorsque la variance est connue, donc ça, c'est les deux du haut. Okay, si les autres conditions sont remplies, la statistique du test suit aussi une loi normale. Et oui, et c'est le cas particulier où on a un petit échantillon avec une loi normale. Donc la B est vraie. Lorsque la variance de la population théorique est inconnue, donc ça veut dire que ce sont les deux du bas, il est nécessaire de préciser que la distribution est normale. Non, pas dans le cas des grands échantillons, ce n'est pas obligatoire. Donc, du coup, la C est fausse. Dans le cas des petits échantillons, donc ce sont les deux cases à droite, la statistique du test suit une loi de Student à n plus n moins 2. Oui, bon, ça c'est un piège avec le T1, quoi. C'est n1 plus n2 moins 2. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On est sur du n moins 1, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est pas bon. Et le test étudie la moyenne des différences. Non, la moyenne des différences, c'est quand il y a un D quelque part. Ce n'est pas le cas ici. La E est fausse. On peut vérifier rapidement que je ne dis pas d'ânerie. Tac. Alors, je suis là, je suis là. Non, c'est pas lui. Oui, c'est lui. Voilà. Voilà, il n'y a pas de D qui apparaissent, hein, on est d'accord, hein. Donc on n'est pas sur la moyenne des différences. OK. Alors c'est un petit peu simplé ce que je vous dis. Bien sûr, mathématiquement, il y aurait beaucoup de petits laïus, des petits mais, des petits trucs et tout qui traînent, mais franchement, il faut à un moment donné être efficace. Il faut chercher la simplicité par rapport à la préparation concours. C'est une leçon qui est très complexe. Donc, je préfère passer par des petits raccourcis de ce genre. Ne m'en voulez pas si il y a un cas particulier sur 100 où ah non, c'est pas exactement comme ça qu'il faut dire les choses. Oui, je sais, j'en ai conscience, mais vous avez besoin de mots-clés, vous avez besoin de choses qui vous rassurent, vous avez besoin de choses efficaces. Vous ne pouvez pas rentrer dans les détails strictement mathématiques de tout ça. Donc là, c'est une perte de temps, c'est tout le contraire de l'optimisation. Et donc, voilà, je préfère vraiment rentrer sur des mots-clés relativement simples. Et ne m'en voulez pas s'il y a un contre-exemple de temps en temps par rapport à ce que je raconte. Numéro 18, lien entre la taille et le poids, c'est du T3. Vous voyez, ça va très vite après, hein, quand on est rompu aux techniques. 18, donc ça veut dire qu'il faudra chercher 16. Et là, bon, ben, c'est pas une bonne nouvelle. Là, il faut faire le calcul soi-même. Il faut faire le calcul soi-même avec X bar, Y bar, 3, 20 et tout. Donc ça, c'est une question vieille. C'est une excellente question pour s'entraîner, hein, bien sûr. Je vous laisse imaginer que voilà, il faut vraiment… Si je le propose, c'est quand même pas pour rien, ça. Hein. Vous voyez, j'ai un discours de simplicité avec la question numéro 17. Et là, je vous dis, non, mais non, il faut mettre la main à la pâte une fois de temps en temps. Quoi. Il faut quand même débroussailler tout ça. Donc, on y va. Et en ce qui concerne le petit r, bah, je vous rappelle que les X bar, les Y bar, ils ne servent à rien du tout.
et que la formule du R, c'est la covariance, donc c'est SXY, sur le produit des écarts types, tout simplement. Voilà, donc ici, c'est sur SX fois SY. Donc, en fait, on est sur du 20 divisé par 10 fois 3, 20 sur 30, donc 2 sur 3. 2 sur 3, c'est ça pour votre prof dans ce test. Donc déjà, ça veut dire que la E, elle n'est pas bonne. OK. Ensuite, l'hypothèse nulle est que la taille et le poids sont indépendants. J'espère que c'est clair maintenant pour tout le monde que oui, d'accord. C'est que l'AB, le degré de liberté, ben, je l'ai dit, c'est 16, c'est pas 17. Donc l'AB est vrai, pas la C. Et enfin, il ne reste plus qu'à lire pour voir si on est bon. Au risque de 1%, on conclut que la taille et le poids sont liés car, alors, à 1%, il faut aller chercher ici. À 1%, il faut chercher la ligne 16. 1%, la ligne 16, on est ici. OK, donc c'est bien 0,590. Ça, c'est plutôt pas mal. 0,666 est bien plus grand que 0,590. Donc, on va rejeter l'hypothèse nulle. Donc, les tailles et le poids sont liés. Oui, la D est bonne. Elle est bien formulée, il n'y a aucun souci. ABD pour cette question numéro 18. C'est bon pour tout le monde? Parfait. 19. Dans le test paramétrique de comparaison d'une moyenne à une moyenne théorique. Ah, d'accord. Donc, moyenne à moyenne théorique, c'est dit légèrement différemment, mais c'est moyenne à constante, bien sûr. Donc, c'est le T1-2. On est sur les quatre cases. T1-2. L'hypothèse nulle est que l'échantillon ne provient pas de la population théorique. Alors, déjà d'office, hein, vous voyez, ce genre de formulation alambiquée, on va l'éjecter assez rapidement, mais on peut y réfléchir. L'hypothèse nulle, je le rappelle, ce n'est pas que l'échantillon ne provienne pas de la population, c'est que les moyennes sont égales. Vous voyez, l'hypothèse nulle dans les T1 se fait par rapport à une quantité, par rapport à un chiffre. Donc, pas une formulation de ce genre-là. La A est fausse. La distribution de la population cible doit être normale si l'effectif de l'échantillon est inférieur à 30. Cas des petits échantillons, il faut que la distribution soit normale. Absolument. Absolument. Allez, on peut aller vérifier si vous voulez avec le tableau sous les yeux. Tac, 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 tac. Alors, où je suis là. Voilà. Donc, la distribution de la population cible doit être normale si l'effectif de l'échantillon est inférieur à 30. Vous voyez, inférieur à 30, c'est à droite, c'est petit échantillon, et j'ai bien dans les deux cas le fait que la distribution doit être normale. On est bon. Si l'effectif de l'échantillon est inférieur à 30, on doit comparer les cas réduits à la valeur lue dans la table de student bilatérale. Qu'est-ce qui coince dans cette question? C'est le fait que ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend. Il y a un sous-cas où la variance est connue, et dans ce cas-là, c'est n. Donc, du coup, la C n'est pas bonne. Voilà. C'est le cas particulier où ce n'est pas toujours le T de student. L'hypothèse nulle est que l'échantillon provient de la population théorique. Ça, je l'ai dit, l'hypothèse nulle, elle est, hop, je regardais, je la mets un peu plus haut. C'est la moyenne est égale à la constante. Voilà. C'est ça l'hypothèse nulle. Ce n'est pas autre chose. Donc, du coup, la D aussi, elle s'en va. Et enfin, si l'effectif de l'échantillon est supérieur ou égal à 30, donc dans le cas des grands échantillons, il n'est pas nécessaire que l'échantillon soit tiré au hasard. Ben non, il faut qu'il soit tout le temps tiré au hasard l'échantillon. Donc la E non plus ne marche pas. Hop là, il n'y a que la B qui marche. OK. Qui 2? Alors en théorie, qui 2, je n'ai pas besoin de remontrer les tableaux. Normalement, vous devriez les avoir en tête. Il permet de tester l'indépendance entre deux variables. Encore? Non, c'est bon. Ça se répète un petit peu là. Hein. Et c'est vraiment des questions d'anal en plus que je vous donne là. Hein. Donc, il est réalisable que si tous les effectifs théoriques sont supérieurs... Ouais, c'est très répétitif pour cette 20. Je vous donne la réponse, c'est B, D, E. B, D et E. Hop, allez, je passe à la 21. On s'intéresse à la proportion P de personnes vaccinées contre l'hépatite A dans une population P. Ouf, ça fait beaucoup de lettres, ça. P minuscule, P majuscule, enfin des trucs qui ne servent à rien. On désire tester l'hypothèse nulle P égale à 20% contre l'hypothèse alternative P égale à 20% au risque de 1%. Alors pour l'instant, ce n'est pas simple. On n'est pas encore... c'est encore flou pour l'instant. Hein. Sur un échantillon de taille 100, on observe que 20 personnes sont vaccinées. OK?
Soit. Concernant le test, au 1%, quelles sont les assertions qui sont faites? Alors là, je serais vraiment curieux de savoir qui a deviné de quel tableau il s'agit. Est-ce que parmi vous, vous avez une proposition? Parce que ça conditionne tout, en fait. Hein. Si on sait dans quel tableau on est situé, les réponses vont venir de façon plus élémentaire. On est dans quel tableau, là? Quelqu'un saurait me dire? Non? Personne se mouille? Bon, eh bien, c'est pas de votre faute. C'est parce que c'est un tableau qui est rare, qui tombe très rarement, en fait. Et l'indication, en fait, clé, c'est qu'on travaille sur des personnes qui sont vaccinées ou pas. Vous voyez? C'est-à-dire, soit la personne est vaccinée, soit elle n'est pas vaccinée, donc on est sur du qualitatif quand même. Et en fait, c'est le T de 1. Et souvenez-vous, on n'a pas beaucoup d'exercices sur le T de 1. Donc, en fait, ici, on a un tableau avec 2 cases, hein, tout simplement. Hein. On a vacciné ou pas vacciné. Et donc, on est dans une situation, on a du 20 ici et du 80 ici. Voyez-vous? Si vous vous souvenez, 80, j'ai mis un 0 trop. Donc, on a 100 personnes au final. Et donc, du coup, c'est le T de 1, c'est ce qu'on avait vu lundi dernier. Et une fois qu'on a compris que c'est lui, c'est plus facile, en fait. Parce que ça veut dire que c'est du Qui 2 qui est en jeu. Donc, du coup, ça veut dire que la A, eh bien, elle est bien sûr hors de propos. Le test est applicable car le plus petit effectif théorique 20 est supérieur à 5, absolument, c'est le cas. Hein. On n'a que 2 effectifs 20 et 80, donc du coup, ça fonctionne. Il est certain que... Oh non, on ne va pas tomber dans ce piège-là quand même. Non, 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 non. Alors, on conserve une hypothèse, P égale à 20%, car, ben oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, si vous faites la fameuse formule au moins somme des au moins t au carré sur t, vu que les effectifs observés sont égaux aux effectifs théoriques, puisqu'on a 20%, hein, l'hypothèse, 20%, c'est ce qu'on teste. Donc, vu que les effectifs sont égaux, les écarts sont égaux à 0, et donc le qui 2 vaut 0. Donc, en fait, bien sûr qu'on va conserver l'hypothèse. Bien sûr. C'est exactement la même chose que ce qu'on avait vu la dernière fois au passage. Hein. On est certain que... Ah, non, les enfants, on ne va pas tomber dans ce piège. Bon, après, il faut toujours lire à côté hein, ce qu'on fait, mais bon, non, là, c'est trop gros. B et D. Voilà pour cette question 21. Une petite piqûre de rappel sur le T de 1, où il y a peu de questions hein, sur le T de 1 finalement. Alors, 22, sexe ratio. OK, donc c'est rapide, c'est facile. On l'a déjà fait 50 fois, je ne vais pas trop y revenir. C'est T de 3. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez, c'est très simple. Ici, il n'y a pas de calcul à faire. Comment je le sais? Je le sais parce que là est manifestement fausse. On n'est pas du tout sur un test de comparaison de moyenne, ça c'est du T1. On est sur du T2-3. Donc maintenant que j'ai exclu le A, voyez-vous, les 4 propositions de questions que vous avez affirment qu'on a du Qui2 égale à 1. Vous voyez, c'est implicite. Donc je n'ai aucun calcul à faire. Mais aucun. Et on peut même aller très très vite. Au début, j'avais envie de sauter cette question, mais elle se fait tellement vite, cette question. On est au risque de 10%. À 10%, ce n'est pas 3,84. Hein. Donc, c'est ni la B ni la C. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que c'est forcément 2,71. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller lire le tableau. C'est obligatoirement 2,71, la valeur théorique. Et donc, j'ai bien 1 qui est inférieur à 2,71. Sauf que quand 1 est inférieur à 2,71 avec la méthode classique, je conserve H0, ça veut dire que les ratios sont les mêmes. Donc cette question-là, en fait, elle se fait vraiment en lecture directe. Elle est super facile pour ceux qui ont déclenché les automatismes. C'est la E, obligatoirement. Ensuite, tac. Risque relatif. Personne ne m'a repris, hein, mais sur le sexe ratio, ce n'est pas le T de 3 les enfants, hein, c'est T de 2. Hein. Reprenez-moi quand je fais une coquille comme ça. Hein. Donc, c'est pourquoi je... Oui, parce que c'est lui qui était de 3, hein, bien sûr, hein, d'accord. C'est lui qui était de 3, c'est facteur de risque, risque relatif. Et dans cette question 23, alors, il y a des choses que... Je ne vais pas reprendre le calcul, c'est bon, on a déjà vu le calcul à plusieurs reprises, d'accord. Ça sera 11 la bonne réponse. Donc, la D sera exacte. Bon. L'hypothèse nulle, c'est risque relatif égal à 1, OK. Et en fait, je voudrais m'arrêter maintenant sur la proposition A.
l'estimation du risque relatif est-il possible ou pas? Vous voyez, tout à l'heure, on avait rencontré l'estimation du risque relatif est égale à 3. Là, il y a une nuance. Alors, d'abord, premièrement, on peut répondre, parce que dans l'histoire des QCM que nous avons fait ensemble, hein, liaison avec un T, on a eu la même question tout à l'heure avec le risque relatif égal à 3. Donc, du coup, forcément que c'est possible. C'est clair. Mais en fait, j'aimerais quand même revenir là-dessus parce que ça, c'est des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de voir ensemble. Hop là, j'ai préparé pour vous, c'est ici. Voilà, petit tableau sur le risque relatif. D'accord? C'est-à-dire que si j'avais fait un cours avec vous, je vous aurais proposé ce support de cours-là. Et en fait, voilà ce que je veux que vous reteniez. Alors, bon, désolé pour les tabulations qui ne sont pas bien faites. Bon, c'est pas, tant pis. Pour estimer le risque relatif, on peut. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Et ça, c'est super intéressant. On peut soit conduire une enquête simple en considérant un seul échantillon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je prends 440 personnes et je fais mon tableau. Bon, et là, j'aurais eu un coup de bol monstrueux. J'aurais eu 200 fumeuses et 200 non-fumeuses. 220 fumeuses et 220 non-fumeuses. Et ça aurait été un coup de bol monstrueux. Ça, c'est ce qu'on appelle une enquête simple. Soit on peut conduire une enquête de type exposé-non exposé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je contrôle un échantillon de personnes qui sont exposées et je contrôle un échantillon de personnes non exposées. Et donc, en fait, on peut supposer que c'est le cas dans lequel on se trouve. Parce qu'on a, c'est pas qu'on peut supposer, c'est exactement ce qui est marqué ici. Regardez, on a pris un échantillon de taille de 120 parmi les fumeuses et un autre de taille de 120 parmi les non-fumeuses. Ça veut dire qu'on a contrôlé l'exposition. Eh bien, dans ce cas-là, on peut estimer le risque relatif. C'est pour ça que la A est fausse. D'accord? Et ensuite, on observe que dans le type d'enquête, ou les enquêtes de type cas témoin, ça veut dire, en fait, là, on regarde malade-non malade. Vous voyez, c'est-à-dire que vous contrôlez malade-non malade. Bon, ce n'est pas toujours malade-non malade. Ici, c'est poids inférieur à 2500, poids supérieur à 2500 grammes, inférieur à 2,5 kg ou supérieur à 2,5 kg. Bon, honnêtement, un bébé qui naît à moins de 2,5 kg, c'est chaud quand même. Hein. Donc, du coup, dans ce cas-là, on contrôle, vous avez compris comment ça fonctionne, on contrôle cette fois-ci la maladie ou l'objet de notre recherche, d'accord? Et dans ce cas-là, dans ce cas-là seulement, on ne peut pas estimer le risque relatif directement, mais on utilise un risque relatif approché qui s'appelle odd ratio, donc en anglais, hein, d'accord, et dont la formule est donnée ici avec A fois D sur B fois C. Voilà. Donc j'avais envie quand même de passer 1 ou 2 minutes pour vous montrer ce petit truc-là. Je ne peux pas vous montrer toutes les subtilités. J'ai parlé avec vous tout à l'heure des intervalles de confiance oralement, donc je n'ai pas pensé à vous donner l'extrait du support de cours associé. Bon, et là, voilà, vous avez un exemple où il faut bien connaître le polycopier, bien connaître son cours. Bon, ça rejoint tous les conseils que je vous ai déjà donnés à plusieurs reprises. Revenons à la question 23. Donc, à la question 23, il n'y a que la B et la D. OK, question numéro 24. Toujours le même concept, vous avez compris que nous allons d'abord tenter d'identifier dans quel tableau on se trouve, et puis une fois qu'on sait dans quel tableau on se trouve, on sort tout ce qu'il faut. On a mesuré chez 81 patients hypertendus pris au hasard, attention à target, avant-après, ça c'est plutôt bon signe. Avant-après, c'est un mot-clé. Voilà, et on est bien d'accord, hein, on a mesuré une tension, hein, donc il y a du quantitatif hein, ici. Donc du coup, c'est parfait, on est sur du T1,3. T1,3. Alors, pour le moment, c'est peut-être un peu encore prématuré de faire sans le tableau, mais ça serait bien qu'à la fin, vous connaissiez le tableau par cœur, parce que c'est le but du jeu. Donc ici, on est là. Voilà. On a 80 patients, donc on est dans le cas des grands échantillons, on est à gauche. Et donc, on voit ici que c'est une question dans laquelle on vous demande de faire un calcul. Et si vous regardez bien, vous avez tout. Même moyenne de différence, c'est moins 1. Alors, n'oubliez pas qu'on raisonne en valeur absolue, donc moins 1, ça n'a pas d'importance. Je vais retenir un 1. Et je divise par une racine carrée d'un quotient. Tiens, on a fait ça tout à l'heure. L'estimation de la variance, c'est 9. La variance, attention, hein, pas l'écart type. Donc, du coup, le S au carré, c'est 9. Et divisé par 81. Voilà.
Donc, ça fait 1 sur racine de 9, c'est 3, racine de 81, c'est 9. Et 1 sur 3 neuvièmes, ça fait 1 sur 1 tiers, et l'inverse de 1 tiers, c'est 3. Donc, en fait, notre petit e, ici, en valeur absolue, il vaut 3. Voilà, c'est assez intéressant, d'accord. Je ne sais même pas si c'était demandé, je n'ai pas fait gaffe, mais j'en ai profité pour vous montrer qu'on pouvait faire des calculs. Alors, au risque de 5%, on ne conclut pas à une différence car 3 est proche de 1,87. Alors ça, de suite, moi j'invalide de suite, hein. Non, non, pas du tout, parce que ce n'est pas la notion de proximité qui compte, c'est plus petit ou c'est plus grand. Et là, 3 est plus grand que 1,96. Donc on rejette l'hypothèse nulle, d'accord. Donc moi, la raison de du rejet ou la raison de la conclusion de la différence n'est pas bonne. Pour moi, la A est fausse à cause de ça. Au risque de 1%, on ne conclut pas à une différence. Alors 1%, ça devrait être 2,58 ou quelque chose dans ce genre-là. On peut aller vérifier, mais je confirme que c'est 2,58. Donc du coup, 3 est plus grand que 2,58, donc on conclut à une différence. Donc ce n'est pas la B qui est retenue, c'est la C. Très bien. On ne peut pas répondre car les données fournies sont insuffisantes. J'ai peut-être fait une erreur, mais non, je ne pense pas, parce que dans le cas des grands échantillons, il n'y a que la notion de prix au hasard qui compte. Donc non. Et donc du coup, non, la D et la E ne sont pas bonnes. C'est que la C la bonne réponse. Voilà. Très bien. Ok, allez. Dernière question peut-être, ou avant-dernière question, ça dépend. 25, afin de comparer l'effet de deux médicaments, vous voyez, c'est l'effet, ce n'est pas l'efficacité. Hein, vous voyez, la nuance est subtile. Hein. Sur le rythme cardiaque, on a soumis donc un échantillon pris au hasard A et un autre échantillon pris au hasard B. Donc, roulement de tambour, dans quel tableau se situe-t-on? Eh bien, on n'est pas sur le cas des séries appareillées, on est sur la comparaison de deux moyennes, donc on est ici, sur le T11 qu'on n'avait pas encore révisé depuis un petit moment. Vous voyez, j'essaie vraiment de varier les tableaux pour vous entraîner au maximum à la chose. Et ici, que se passe-t-il? Eh bien, on est dans le cas des grands échantillons, puisqu'on a un effectif de 30 pour A et de 40 pour B. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir se frapper le calcul de E. Hein, vous voyez, j'essaye vraiment quand même de vous donner des questions dans lesquelles voilà, vous mettez la main à la pâte, vous vous entraînez un petit peu, on regarde un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la différence des moyennes. Et vous comprenez pourquoi tout à l'heure, souvenez-vous, quand on avait un T3, on avait un test de corrélation et les moyennes étaient données. Ça, c'est par rapport aux étudiants qui connaîtraient mal leur cours et qui appliqueraient une des formules de ce genre-là. Voilà, c'était pour ça que les moyennes étaient données. Parce que souvenez-vous, R était égal à la covariance divisée par le produit des écarts types. Donc X bar et Y bar ne servaient à rien du tout. Mais non, ça c'était un piège qui était tendu avec ceux qui appliqueraient une formule de T1. Alors ici, donc du coup, X1 bar moins X2 bar, donc ça fait, comme c'est une valeur absolue, ça n'a pas d'importance, hein, d'accord? Donc ça fait donc du 96 moins 90. D'accord? Et ce 96 moins 90, on va le diviser par une grande racine carrée. De quoi? De S1 au carré, donc c'est une variance qu'il nous faut, c'est 120, donc 120 sur N1, 120 sur 30, plus 200 sur 40. Voilà. Alors, c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Ça fait 6 en haut, et en bas, 120 sur 30, ça fait juste 4, et 200 sur 40, ça fait pile poil 5. Donc ça fait du 6 sur racine carrée de 9. Racine carrée de 9, j'espère que vous avez au point, c'est 3. 6 tiers, ça fait 2. Donc c'est pas mal. Voilà, vous voyez un petit calcul pour vous familiariser avec cette formule, pour essayer de vous donner un moyen supplémentaire de la retenir. Bon, bref, du coup, où en sommes-nous? C'est pas la D, c'est pas la E. Ah, le coût des variances égales. Ah, ça c'est sympa, ça. Le coût des variances égales, c'était important ici, si ça avait été le cas des petits échantillons, mais pas dans le cas des grands échantillons. Donc, du coup, la est fausse. Très bien. Et donc, il ne nous reste plus qu'à conclure entre la B et la C. 2 est inférieur à 2,58. Donc, 2,58, c'est eux qui le donnent. Ah non, c'est au risque de 1%. Ah bah oui, c'est le N alpha. C'est le N001 de 58, bien sûr.
1. Voilà, le 2,58, c'est N0,01. Donc, le E est inférieur, donc on conserve l'hypothèse nulle, ce qui veut dire que l'hypothèse nulle, c'est d'égalité des moyennes, car l'écart réduit, oui, ben oui, oui, absolument, c'est la bonne réponse. Les moyennes sont égales. Hein, je vous rappelle que l'hypothèse nulle, c'est les moyennes sont identiques. Donc, c'est la B qu'on conserve, et pas la C. Voilà pour cette question 25, qui est la dernière question que nous avons faite ensemble aujourd'hui. Alors, comme la dernière fois, cette fois-ci, j'ai pris mes précautions, je vais vous envoyer immédiatement un fichier réponse avec les réponses des questions manquantes. Mais je crois qu'on a fait, enfin voilà, sans vouloir nous envoyer des fleurs, on a fait du sacrément bon travail là. Hein. On a fait beaucoup de QCM. C'était légitime qu'on n'en fasse pas beaucoup la dernière fois. C'était complètement légitime. Et le fait que je vous en donne en plus, c'est pas dérangeant. Vous avez les réponses. Vous n'avez pas le détail de la correction, mais vous avez les réponses. Et bah là, on en a fait un paquet. Hein. C'est déjà pas mal du tout. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Bien, eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage et je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.